Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Manuel Bompard, qui est député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer, nous allons parler évidemment du Proche-Orient, de l'Ukraine, nous allons parler d'Europe, nous allons parler de la réforme de l'assurance chômage, mais je voudrais commencer avec ces 20 milliards d'euros d'économies nécessaires pour boucler le budget 2024, 20 milliards d'euros d'économies annoncés par le gouvernement. Pas de loi de finances rectificative. Vous allez déposer une motion de censure. En tout cas, c'est ce que, il y a à peu près moins d'un mois, nous avions dit au gouvernement que nous lui fixions un ultimatum, en quelque sorte. Et qu'il avait un mois pour déposer un projet de loi de finances rectificatif. Juste pour que les gens, après je vais répondre à votre question, mais pour que les gens qui nous écoutent le comprennent. C'est quand même normal qu'à partir du moment où, par rapport au budget qui a été décidé à la fin de l'année dernière, il va y avoir des modifications substantielles, c'est quand même normal que ça se fasse par une discussion à l'Assemblée nationale. Or, le gouvernement refuse de déposer ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif qui permet effectivement d'en discuter. Donc nous lui avons fixé un ultimatum il y a moins d'un mois maintenant, et cet ultimatum, on va dire, arrive à échéance en milieu de semaine. Et oui, si en milieu de semaine le gouvernement n'a toujours pas déposé de projet de loi de finances rectificative, nous déposerons une motion de censure. Mais nous sommes en milieu de semaine là, nous sommes mardi. Nous sommes mardi. Je crois. Mais vous allez la déposer, parce que le gouvernement ne va pas bouger, il l'a dit. A priori, le gouvernement ne va pas bouger. Donc oui, je vous le confirme. Si le gouvernement ne bouge pas, je lui laisse encore 1 ou 2 jours pour respecter le délai que nous avons fixé. Mais oui, je vous le confirme, nous déposerons une motion de censure d'ici la fin de semaine. Oui, donc d'ici la fin de semaine, dépôt d'une motion de censure, ce qu'a fait d'ailleurs le Rassemblement National. À ma connaissance, le Rassemblement National n'a pas encore déposé de motion de censure. Déposé, mais ils vont déposer aussi, d'après ce que je crois savoir. De ce que j'ai entendu. Vous voteriez d'ailleurs une motion de censure du RN ? Non, si nous déposons notre propre motion de censure, nous proposons de voter celle-là. Bien, avec un examen avant les européennes. Oui, bien sûr, puisque la règle constitutionnelle, c'est qu'à partir du moment où vous déposez une motion de censure, elle doit être examinée dans les 48 heures. Donc oui, bien sûr. Puisque je parlais du RN, le vent mauvais de l'extrême droite souffle en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord ? Sur le constat, vent mauvais de l'extrême droite souffle sur le en constat, Europe. sur l'analyse, oui. Après, sur les responsabilités que porte lui-même Emmanuel Macron dans la progression de l'extrême droite, là, je pense que j'aurais un désaccord majeur avec lui. Mais oui, bien sûr, on voit partout en Europe des idées, des propositions politiques qui se basent sur le rejet de l'autre, la xénophobie, le racisme qui progresse. Oui, c'est un fait, malheureusement, et je le regrette. Et personnellement, je le combats. Et c'est pourquoi, puisque nous sommes dans la campagne des élections européennes, c'est pourquoi moi j'appelle tous les gens qui nous écoutent à refuser cette progression de l'extrême droite et à voter pour la liste de Manon Aubry, parce que je crois que c'est la seule qui peut proposer un autre chemin. On voit bien, le macronisme est en train de dégringoler et malheureusement fait dégringoler notre pays. Face à cette situation, il faut une alternative. Et cette alternative, ça ne peut pas être l'extrême droite. Et donc, ce que nous proposons avec Manon Aubry dans cette campagne des élections européennes, c'est de montrer qu'il existe un autre chemin pour notre pays. Et ce chemin, c'est celui de l'Union populaire. Manuel Bompard, parlons du Proche-Orient. Est-ce qu'Israël est une monstruosité sans nom ? Vous avez vu les images ? Vous avez vu ces images terribles de ce bombardement contre un camp de réfugiés avec des corps calcinés, avec un camp de déplacés. C'est pas un camp de réfugiés, c'est un camp de déplacés. Mais vous êtes d'accord que les personnes qui étaient sur place sont des populations civiles qui sont bombardées dans une situation qui est dramatique. Moi, je sais pas, je crois comme plein de gens qu'on a eu du mal à dormir en voyant ces images. Donc oui, quand Israël fait ça, c'est une monstruosité sans nom, bien évidemment. Maintenant, si derrière votre question, il y a le fait de savoir si nous sommes opposés à l'existence de l'État d'Israël, nous avons déjà répondu 10 000 fois à cette question. Non, et nous avons rappelé... Vous pensez comme moi à ce qu'a dit Rima Hassan. C'est sans doute le sens de votre question. Ne survivra pas dans sa forme actuelle. Dans sa forme actuelle, c'est ce qu'elle a dit. Dans sa forme actuelle, mais j'entends ce qu'elle dit. Ça veut dire quoi ? Je pense que ça veut dire que si le projet israélien s'appuie sur une volonté de nettoyage ethnique de la population palestinienne de la bande de Gaza, oui, je pense que on va avoir un problème qui est un problème majeur, et je pense que c'est ça qu'il faut refuser. Et c'est pourquoi notre responsabilité, c'est
d'arrêter le criminel de guerre, monsieur Netanyahou, qui dirige aujourd'hui le gouvernement israélien, pour faire en sorte qu'on trouve un chemin qui soit un chemin de paix. Et pour ça, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Et là, franchement, la France ne peut pas continuer à faire la sourde oreille, voire parfois à couvrir les exactions de l'armée israélienne. A condamné et demandé un cessez-le-feu immédiat. Précisément, vous voyez bien, Emmanuel Macron, ça fait depuis des mois et des mois, qui dit je demande un cessez-le-feu, qui dit l'armée israélienne doit agir dans le respect du droit international. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'armée israélienne ne respecte pas le droit international. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Pas seulement pour demander par un tweet que les exactions de l'armée israélienne s'arrêtent, mais pour contraindre le gouvernement israélien à cesser le feu. Il a des leviers d'action pour contraindre le gouvernement israélien à le faire. L'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'attend le président de la République pour proposer au niveau européen la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Qu'est-ce qu'il attend pour décréter un embargo sur les livraisons d'armes? Qu'est-ce qu'il attend pour infliger des sanctions économiques à l'égard du gouvernement israélien? Qu'est-ce qu'il attend pour utiliser les leviers d'action, par exemple la reconnaissance de l'État de Palestine? Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et si le gouvernement français ne le fait pas, je dis que c'est aussi un enjeu des élections européennes le 9 juin, parce que vous allez envoyer des députés européens qui vont pouvoir agir sur ce sujet. Il est complice de Netanyahou? Clairement. Est-ce qu'Emmanuel Macron est complice de Netanyahou? En agissant pas, en n'utilisant pas les leviers d'action dont je suis en train de vous parler, le président de la République laisse faire monsieur Netanyahou, et en continuant à livrer des armes, oui, la France a une complicité. Il est coupable? Oui, bien sûr. Oui, il est coupable. Oui, bien sûr, il est coupable. Écoutez, quand on n'utilise pas les leviers d'action à notre disposition pour faire en sorte que le génocide, et je pèse mes mots, en cours aujourd'hui à Gaza s'arrête, oui, il y a une forme de culpabilité. Manuel Bompard, le Hamas tire sur Israël des missiles qui peuvent tuer aussi des civils, évidemment. Des missiles tirés d'une zone où vivent des déplacés, des femmes, des enfants, des vieillards. Israël réplique aveuglément. Les coupables ne sont-ils pas les deux belligérants aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, quand des enfants dans un camp de déplacés, je reprends les termes, reçoivent une bombe, je suis désolé, le seul coupable, c'est celui qui a envoyé la bombe. Parce que sinon, au bout d'un moment, c'est une manière d'exonérer l'armée israélienne de ses responsabilités. Maintenant, si vous voulez me poser la question de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire demain? Parce que c'est ça la question qui doit être posée. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire demain? Il faut obtenir un cessez-le-feu, il faut négocier, avoir un accord négocié, qui doit inclure bien évidemment la libération des otages détenus par le Hamas, la libération de prisonniers politiques palestiniens et l'ouverture d'une perspective politique. Et cette perspective politique, elle doit aller dans le respect du droit international, c'est-à-dire l'application pleine et entière des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Voilà comment on arrêtera une situation qui est une situation dramatique, tout simplement. Mais non, je ne dirais pas aujourd'hui que face aux massacres qui sont en cours, c'est le Hamas qui emporte la responsabilité. Je suis désolé, mais c'est l'armée israélienne. Elle est partagée ou pas ? Dans quoi? Cette responsabilité. Mais pas quand des bombes tombent sur des enfants, non, c'est ceux qui envoient les bombes qui sont responsables. Quand les bombes tombent sur les enfants. Et quand des missiles partent en direction d'Israël et risquent de tuer, ils sont responsables. Le Hamas a la manière. Le Hamas a la responsabilité de l'envoi de ces missiles, bien évidemment. Et moi, je ne suis pas d'accord pour que la solution, ça soit un embrasement et une violence qui réponde à une violence. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est là où vous demandez effectivement un cessez-le-feu. À juste raison, mais dans une guerre, des civils meurent. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le rappelait justement il y a quelques années lorsque les Russes bombardaient Daesh. Oui, dans une guerre, des civils meurent. D'accord, monsieur Bourdin. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que non, je ne crois pas à la théorie de l'erreur accidentelle. Je pense que ce que fait l'armée israélienne, sciemment fait. Je pense c'est pour tuer des civils. Je pense qu'il y a une partie du gouvernement israélien d'extrême droite qui a un projet très clair, qui a un projet de nettoyage ethnique. D'ailleurs, tout ça est documenté avec des gens qui essayent de vider la bande de Gaza de la population palestinienne et avec dans un certain nombre de déclarations de hauts dirigeants politiques israéliens, une volonté génocidaire qui, de mon point de vue, est avérée. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Il y a un certain nombre de rapporteurs des Nations Unies qui ont produit un rapport qui s'appelle Anatomie d'un génocide et qui prend un certain nombre de déclarations des hautes autorités israéliennes qui attestent de cet état de fait. Donc maintenant, puisque justement nous ne voulons pas qu'il y ait encore plus de civils qui meurent, il faut que
ça s'arrête. Et pour qu'il faut que ça s'arrête, il faut que la France utilise les leviers à sa disposition pour que ça s'arrête. Ça me paraît assez simple de dire ça. Et la France ne peut pas continuer, comme le fait le président de la République Emmanuel Macron, à déplorer par des tweets, des gesticulations qui ne changent rien à la réalité de la situation. Bien, Manuel Bompard, des bombardements tuent des civils à Gaza, des bombardements tuent des civils à Kharkiv. La Russie tire délibérément sur un supermarché à Kharkiv. 16 morts, c'était le week-end dernier, samedi. De nombreux blessés, des disparus. Les Russes ont encore bombardé un centre commercial à Kiev. Même chose. Bien sûr, c'est les mêmes mots. Mais bien sûr, mais c'est génocidaire, c'est la volonté. Génocidaire, à ma connaissance, là, je n'ai pas vu de travaux d'experts internationaux qui utilisent cette caractérisation. Alors, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais bien évidemment il faut que la guerre s'arrête et il faut que la Russie arrête son agression contre la population ukrainienne. Et si je parle aussi fort sur la situation qui se passe à Gaza, c'est parce que je ne comprends pas pourquoi il y aurait une forme de double standard. Parce que quand la Russie a violé le droit international en attaquant la population civile ukrainienne. Par exemple, on a décidé de sanctions économiques contre le gouvernement russe et on a bien fait de le faire. Et je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas la même chose pour le gouvernement israélien. Le 7 octobre, le Hamas a massacré le 7 octobre. Et donc ça justifie en réponse... Monsieur Bourdin, vous entendez bien que ça ne peut pas justifier en réponse, qu'un crime ne peut pas justifier un autre crime. Donc le sujet n'est pas celui-là. Ça n'exonère pas. Oui, je faisais juste pour vous montrer pourquoi il est incompréhensible et intolérable qu'il y ait une forme de double mesure. Mais oui, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu par plein de gens et c'est pas possible. Donc maintenant, vous m'interrogez sur la situation en Ukraine. Elle est bien évidemment insupportable. Puisque je vous pose une question sur l'Ukraine, faut-il autoriser les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles, je dis bien militaire en Russie? Mais non, parce que ça va produire de l'engrenage militaire avec une puissance qui est une puissance nucléaire et donc encore plus de souffrance. Donc les Ukrainiens ont l'interdiction de se défendre. Non, je ne dis pas ça. Je dis que les armes que nous livrons pour aider les Ukrainiens à se défendre... doivent servir à quoi? Elles doivent servir aux Ukrainiens à se défendre. Ah oui. Eh oui. Et donc pas à viser des cibles qui sont sur le territoire russe. Des cibles militaires, d'où partent les bombes qui vont tuer des Ukrainiens, ça doit permettre de frapper les positions russes sur le territoire ukrainien. C'est la définition de se défendre. Et ça, c'est la doctrine, y compris qui a été celle du président. Les bombes qui partent de la Russie et qui tuent des civils ukrainiens, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on les empêche d'arriver. Donc il y a des, on livre des armes qui on les empêche d'arriver. Donc on livre des armes qui sont des armes de défense. Maintenant, Monsieur Bourdin, on va pas rentrer. La question qui nous est posée, mais je crois que je réponds de manière très claire. Moi, mon inquiétude, ma crainte, ma préoccupation, c'est de faire en sorte que ce qu'on fait pour aider la population ukrainienne à se défendre ne produise pas un engrenage vers une situation militaire qui s'aggrave encore plus. Pourquoi? Pas pour me faire plaisir à moi, mais parce que ça va produire encore plus de souffrance. Si ces obus ou ces missiles ne sont pas tirés d'un pays de l'OTAN, s'ils sont tirés par les Ukrainiens, vous dites non quand même. Mais non, mais je dis pas, je sais pas moi aux Ukrainiens de dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent pas faire. Je parle de ce que ils ont à disposition des armes occidentales qui peuvent frapper l'armée russe. Ben pour l'instant, il me semble que la doctrine qui a été la nôtre, ça a été de dire que ce qu'on livrait je ne suis pas favorable à changer. Je suis favorable, Monsieur Bourdin, entendez-le, à refuser l'engrenage militaire et à ouvrir une solution qui soit une solution diplomatique. Et là, je voudrais quand même dire, parce que ça fait depuis 2 ans que je dis ça, et ça fait depuis 2 ans qu'on me dit Manuel Bompard, la France Insoumise, vous êtes naïf, c'est pas possible, etc. Qu'est-ce qu'on a appris il y a quelques semaines? C'est qu'allait se tenir en Suisse au mois de juin un sommet sur la paix à l'initiative de la Chine et de l'Allemagne, que la France est complètement écartée. Et de Zelensky qui a invité les Russes et qu'on dit les Russes. Pour l'instant, ce qu'ont dit les Russes, pour l'instant, Vladimir Poutine a dit qu'il ne viendrait pas. Pour l'instant, Vladimir Poutine. Est-ce que vous savez pourquoi il a dit cela? Je ne sais pas. Savez ou pas? Non, dites-moi. Vous ne le savez pas. Non, dites-moi. On va voir après. En fonction de ce que vous me dites, je vous répondrai. Parce que les Russes ont dit, nous viendrons à Lucerne si nous avons la certitude que nous pourrons conserver les 20% du territoire ukrainien que nous avons conquis. Et qu'est-ce qu'a dit vous monsieur? Êtes d'accord ou pas avec Non, ça? je ne suis pas d'accord. Voilà ce que je réponds. Je réponds que la solution pour la paix
D'abord, je réponds que ce sommet... Vous répondez à Monsieur Poutine. Attendez, je vais y répondre. Mais d'abord, je réponds que ce sommet pour la paix est quelque chose de positif et qu'il faut l'encourager. Mais tout le monde le dit. Non, c'est tout le monde le dit pas. Demande. Attendez. Et ce qui me fait mal au cœur, Monsieur Bourdin, c'est que la France soit en dehors de cette initiative. Mais la France c'est pas la France. Oui, d'accord, elle y va parce qu'elle a été invitée, mais c'est pas la France qui a la manœuvre sur ce sujet. Non, c'est la Suisse, la Chine et l'Allemagne. C'est la Suisse, la Chine et l'Allemagne qui a invité Monsieur Zelensky, qui a dit qu'il allait venir et qui trouvait ça positif, et qui ont invité le pouvoir russe. Les BRICS sont invités. Exactement. Et ben ça, c'est l'Union européenne est invitée. Donc c'est bien la preuve que c'est possible. Les seuls qui ont dit non. Mais j'en suis d'accord, et c'est inacceptable, et il faut trouver les conditions pour les mettre autour de la table. Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de me faire dire? Parce que les conditions sont posées. Non mais attendez, qu'est-ce que vous essayez de faire croire, Monsieur Bourdin? Mais je fais rien croire. Qui est la seule force politique qui, dans son meeting, a donné la parole à des opposants russes à Vladimir Poutine? Qui, Monsieur Bourdin? C'est la France insoumise, samedi, à Paris. Qui a intervenu sur la scène? Ce sont des opposants russes à Vladimir Poutine. Donc n'essayez pas de faire croire par vos questions que j'aurais quelque forme de complicité. Je réponds parce que... Je vous dis la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que nous n'avons aucune complicité avec Vladimir Poutine. Attendez, vous m'avez posé une question. Je vais y répondre. La question, c'est quelles sont les conditions nécessaires pour un accord de paix? Je dis que ça doit être le cessez-le-feu. Je dis, comme Monsieur Zelensky, puisque vous avez cité Monsieur Zelensky, qu'en ce qui concerne les territoires qui sont aujourd'hui les territoires qui ont été envahis par la Russie. Il a dit qu'il n'était pas opposé à ce qu'il y ait une discussion à partir du moment où ça aboutissait sur un référendum des populations concernées. Monsieur Zelensky l'a dit. Alors vous allez décider à la place de Monsieur Zelensky quelles sont les éventuelles conditions d'un accord de paix? Pas moi. Moi, je dis que la France doit accompagner toutes les initiatives de médiation qui permettent de mettre tout le monde autour de la table pour que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible et qu'il y ait moins de morts, moins de civils qui meurent, moins de souffrances. Voilà, ça doit être la position de la France. Vous dites, je vais terminer avec l'Ukraine, vous dites pas d'Ukraine dans l'Union européenne, vous le dites, vous le répétez, j'ai entendu Manon Aubry hier soir. Je dis pas d'élargissement, c'est pas que sur l'Ukraine, pas d'élargissement de l'Union européenne tant qu'il n'y a pas d'approfondissement. Pas d'Ukraine, mais c'est une position qui ne s'applique pas spécifiquement vis-à-vis de l'Ukraine, s'applique vis-à-vis de tout le monde, qui dit, non mais attendez, c'est une cohérence dans ma position, entendez-la, ça s'applique à l'Ukraine, je n'ai pas de problème sur ce sujet. Je vous dis que l'Union européenne ne doit pas s'élargir davantage tant que nous n'aurons pas créé les conditions d'une harmonisation sociale, fiscale, parce que sinon on crée des conditions d'un dumping. Les Ukrainiens sont trop pauvres pour entrer dans l'Union européenne, qui est un monde de riches? Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que si vous ne créez pas, je suis en train de vous dire que pour participer d'un même espace économique, avec un marché commun, avec un marché unique, il doit y avoir des harmonisations sociales et fiscales qui sont obligatoires. Parce que sinon, Monsieur Bourdin, vous allez faire en sorte de favoriser des délocalisations, parce que vous allez avoir des entreprises en France qui vont vous dire, mais non, les salariés français, ils coûtent trop cher par rapport aux salariés de tel ou tel pays, donc on va aller mettre nos usines là-bas. Donc, Monsieur Bourdin, je ne dis pas que les Ukrainiens sont trop pauvres. Je vous pose la question de savoir si vous voulez que demain il n'y ait plus une seule usine en France parce que les salariés français coûtent trop cher dans l'espace économique européen. Bah pas moi. Donc, je dis que tant qu'il n'y aura pas des conditions d'une harmonisation sociale et fiscale en Europe, il ne faut pas continuer à élargir l'Union européenne. Pourquoi je lisais la dernière enquête de Fondapol réalisée dans les 27 pays de l'Union européenne. Que demandent les Européens? Une Europe plus protectrice. Plus protectrice sur plusieurs terrains. La défense, l'économie, l'immigration. Ça vous surprend ou pas? Est-ce qu'on a besoin de plus d'Europe? Oui. Mais ça dépend. Ça dépend pour faire quoi? C'est pas C'est clair. Bah oui, mais est-ce que l'Union européenne c'est ça aujourd'hui? Est-ce que l'Union européenne ça protège aujourd'hui les populations européennes? Est-ce que vous demandez une Europe de la défe? Oui ou non? Je ne suis pas d'accord avec le projet d'Europe de la défense tel qu'il est pensé aujourd'hui. Attendez, mais laissez-moi répondre à votre question parce que sinon l'Europe de la défense telle qu'elle est pensée aujourd'hui dans l'Union européenne, elle est arrimée à l'OTAN. Je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc une Europe de la défense indépendante de l'OTAN. Je suis d'accord avec des coopérations militaires en Europe, mais je ne suis pas d'accord avec le projet d'Europe de la défense qui est arrimé à l'OTAN. Je réponds donc à votre question. Maintenant, votre question c'est... Le marché unique européen, oui, non? Mais je suis favorable à ce qu'il y ait des formes de protection, vous avez utilisé ce terme, de protection économique aux frontières de l'Union européenne. Il faut que l'Union européenne sorte de cette naïveté qui consiste à vouloir en permanence avoir comme seul projet qu'est la fin des barrières douanières, la multiplication des échanges commerciaux, la multiplication des accords de libre-échange où on fait venir des produits de l'autre bout du monde sans aucune condition sanitaire, sans aucune condition écologique, sans aucune condition sociale. Donc oui, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec ce que dit cette enquête, c'est-à-dire qu'il
il faut davantage de protection économique et qu'on doit arrêter d'être l'idiot du village mondial qui consiste à être les seuls qui considèrent qu'on ne doit pas se protéger d'un point de vue économique. Pourquoi ? Parce qu'on doit protéger nos conditions sociales, nos salaires, nos conditions écologiques, nos conditions sanitaires. On parlait d'agriculture au début de l'année, par exemple. Nos conditions françaises, notre mode de vie à la française, c'est cela. Je parle de conditions économiques, là, monsieur Bourdin. Économique, oui, je suis en train de vous dire économique et sociale, je suis en train française. de vous dire, européenne là où c'est possible et française quand c'est nécessaire. Là, je vous dis une chose précise, par exemple, comment vous pouvez accepter qu'on continue à multiplier des accords de libre-échange qui vont faire venir en France des produits agricoles qui sont produits à l'autre bout du monde, qui utilisent des pesticides qui sont interdits en France et en Europe, qui utilisent des techniques, par exemple, d'OGM qui sont interdites en France ou en Europe. C'est inacceptable. Et ensuite, vous avez forcément des agriculteurs en France qui disent « Mais comment vous faites ? Vous nous demandez de respecter un certain nombre de conditions. » Et je suis favorable qu'il y ait un certain nombre de conditions parce que je pense que l'enjeu écologique est déterminant. Mais en même temps, vous nous livrez à une concurrence qui est une concurrence déloyale. Comment vous voulez qu'on s'en sorte ? On est en train de voter, cet après-midi, on va voter à l'Assemblée nationale, je voterai contre, un projet de loi d'orientation agricole. Il n'y a rien sur la concurrence déloyale. Il n'y a rien sur ce qui va permettre de garantir les revenus de nos agriculteurs. Donc oui, bien sûr, l'Union européenne, de ce point de vue-là, elle doit sortir de sa naïveté et elle doit protéger nos savoir-faire, nos industries, nos travailleurs, nos législations sanitaires, nos législations écologiques et environnementales. J'ai deux questions encore. D'abord, une question qui est en rapport, finalement, indirect avec la guerre au Proche-Orient, avec l'islamophobie. Le gouvernement a-t-il eu raison de lancer une mission confiée à un ambassadeur et un préfet, mission sur l'entrisme des frères musulmans en France? Est-ce que je suis pas au courant de cette mission, je ne sais pas, je sais pas, vous m'apprenez quelque chose. Moi, j'ai pas de problème sur le fait qu'on enquête de quoi que ce soit. Je voudrais juste qu'on essaye d'arrêter de faire croire, si vous voulez, dans ce pays. Je pense en fait, ça serait bien que dans cette campagne des élections européennes, comme dans l'actualité de manière générale, que les musulmans de ce pays arrêtent de servir de chair à canon électoral. Voilà, ça serait bien. Parce que si vous voulez, dans ce pays, il s'agit de mesurer l'entrisme des frères musulmans. D'accord, mais je sais bien comment. Pas de nourrir l'islamophobie. Je sais bien comment c'est utilisé après dans le débat public. Voilà ce que j'ai à dire. Bon. 99,99999% des Français de confession musulmane dans ce pays ont envie tout simplement qu'on les laisse tranquilles, en fait, et qu'on leur foute la paix, et qu'on arrête de les cibler, les pointer du doigt en permanence à chaque occasion dans le débat public. Donc voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, si ils veulent faire des enquêtes sur telle ou telle chose, pourquoi pas? Si c'est intéressant, ça me dérange pas. Mais stop, ça suffit. La réforme de l'assurance chômage, en quelques mots, malheureusement, inacceptable. Inacceptable, démagogique, injuste, cruel. Il s'agit encore une fois de faire croire qu'une réforme de l'assurance chômage aura un quelconque impact sur les reprises d'emploi, alors que aucun économiste ne vous dit qu'il y a un lien entre les conditions d'indemnisation au chômage et la reprise d'emploi. Monsieur Bourdin, il y a 350 000 emplois non pourvus. Il y a plus de 5 millions de personnes qui sont en recherche d'emploi dans notre pays. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. La vérité, c'est que cette réforme de l'assurance chômage, qui va se traduire par une baisse de l'indemnisation, il y a 40% des gens qui sont au chômage aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui vont être dans une situation encore plus difficile. La vérité, c'est que la vraie motivation de cette réforme, c'est que le gouvernement cherche à faire des économies et veut aller puiser dans les caisses de l'assurance chômage qui sont aujourd'hui excédentaires. Alors ils essayent de faire croire qu'il y a une autre motivation, mais la motivation, elle est budgétaire. Et puisqu'il y a des élections européennes le 9 juin, jeudi, ces élections, elles vont aussi servir de référendum. Référendum contre le projet d'assurance chômage, référendum pour le cessez-le-feu. C'est une élection nationale. De facto. De facto, non, mais on a commencé à dire ça, nous les insoumis, au mois de mars, on nous a tapé sur les doigts. Aujourd'hui, j'observe mais tout le monde le dit, écoutez, Madame Hayé a mis à la fin de sa liste Monsieur Édouard Philippe, Monsieur Bayrou, Madame Borne. C'est quoi si c'est pas une élection nationale? Donc oui, bien sûr, nationaliser le scrutin européen. Il y a des enjeux européens, je crois que je me suis prononcé sur le sujet, et il y a des enjeux nationaux dans cette campagne des élections européennes. Et donc je dis aux gens qui nous écoutent, mobilisez-vous, envoyez des messages, utilisez votre bulletin de vote, c'est à ça que ça sert, pour dire ce que vous avez à dire, pour rejeter la politique du gouvernement, pour combattre l'extrême droite, pour obtenir la paix et le cessez-le-feu à Gaza, pour obtenir la fin des politiques d'austérité, pour dire votre opposition à la réforme de l'assurance chômage. Il y a plein de raisons d'aller voter pour Manon Aubry le 9 juin prochain. Merci Manuel Bompard d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Vous réagissez tout à l'heure entre 9h et 10h et nous parlerons de la fin de vie. Je vous ai pas interrogé parce que j'attends la fin des travaux à l'Assemblée nationale. Je sais que vous êtes favorable au texte. C'est important de dire que c'est une liberté.
et pas une obligation, bien évidemment. C'est une liberté que vous voterez le projet de loi. Oui, s'il ne bouge pas trop, on va voir. Mais j'y suis favorable, mais je veux dire aux gens, on contraint personne, on ouvre une liberté pour ceux qui souhaitent en disposer. Bien, et nous en parlerons débat tout à l'heure entre 9h30 et 10h. Sud Radio, 8h59.